C'est à l'ambassade de la République du Congo que s'est tenue hier la présentation du dernier ouvrage de Théophile Obenga, Reconstruction du Nilo Atlantique. La salle de réception était pleine d'étudiants, d'universitaires et de passionnés d'histoire africaine. Le journaliste Yvan Amar animait la soirée et a guidé les échanges autour de cette recherche ambitieuse. Obenga y expose sa théorie sur les liens linguistiques entre les peuples de la vallée du Nil et ceux de l'Afrique de l'Ouest, fruit de plusieurs années de travail sur les parentés entre langues africaines anciennes. L'atmosphère était chaleureuse et attentive dans ce cadre diplomatique qui rappelait les origines congolaises du chercheur. Un lieu symbolique pour présenter une œuvre qui ambitionne de reconstituer l'histoire linguistique du continent africain. C'est pas seulement des mythologies, il y a de la poésie, il y a des essais historiques, c'est très varié comme production et c'est ça qui est aussi impressionnant. C'est vraiment un grand monsieur. Mais aussi commencer en fait par récuser un certain nombre de thèses qu'il trouvait grotesques. Et si je vous dis grotesques, c'est qu'il n'hésite pas de temps en temps dans son livre à dire qu'il y avait un certain nombre de linguistes ou de pseudo-linguistes qui s'étaient mis le doigt dans l'œil. En revanche, et c'est là-dessus que votre livre est vraiment intéressant, vous soulignez dès le départ qu'il y a eu des erreurs lourdes, et même peut-être des erreurs des linguistes européens, qui imaginaient des familles de langues africaines mêlées à d'autres langues, à des langues européennes ou à des langues asiatiques, et vous dites justement, ces familles sont mal formées, ces familles, ce n'en sont pas. Il y a une lourde erreur, et je vais essayer de la souligner. Voilà, c'est ça le problème de fond. Un jeune Sénégalais, c'est Cheikh Anta Diop, il vient en France à 24 ans, étudiant. Il a fait 24 ans, 2 ans après. On lui a dit à Dakar, on l'a enseigné au lycée, que les Africains n'ont pas une histoire, en tout cas pas une longue histoire, à peine Mali, etc., Ghana, c'est pas loin, quoi. Ils n'ont pas d'histoire. Il n'a pas les moyens à Dakar, il est convaincu, enfin, pas convaincu, mais il accepte. Il dit on n'a pas d'histoire, c'est quand même curieux de tous les peuples de la terre. Donc on est esclave, donc c'est bon, on est colonisé, on est etc. Donc mais pas d'histoire. Un peuple sans histoire, peut-il exister réellement? Donc il est exclu de l'humanité. Et Guel exclu, vous êtes pas de l'humanité. Sarkozy vient de le faire récemment à Dakar, en 2007 je crois, que l'Afrique n'a pas d'histoire, n'a pas le risque de l'histoire, ne connaît pas l'histoire, vit selon les saisons et les climats. Il n'a aucun risque dans la vie. Voilà, il n'est pas un homme historique. Donc, Cheikh est arrivé en France, jeune, il s'émancipe, il fait chimie, il fait physique, il fait sciences humaines, il fait philosophie, il fait beaucoup de sciences. Il dit, ah, donc on n'a pas d'histoire, c'est quand même curieux. Je vis sans histoire. Il faut que je règle ce problème-là. Je dis la vérité. Je dis que a falsifié l'histoire africaine et voici la vérité. Alors tout l'Occident, sans exception, de gauche, de droite, communiste ou pas, on s'est acharné contre Cheikh Anta Diop. Et nous les Africains, on a eu peur. Comme un petit négro comme ça, peut avoir peur, peut avoir raison contre tout l'Occident quand même. Donc ça, c'est notre destinée réellement. Et vos cerveaux sont aussi comme les cerveaux chinois, les mêmes neurones, comme les neurones européens. Vous travaillez ici dans les banques, dans les industries, dans les commerces, dans la santé, dans tous les milieux. Vous êtes chauffeur, vous connaissez Paris par cœur même mieux que les Parisiens. Notre destin, c'est d'être africain, de régler de ne pas voler tellement sur le continent africain, de ne pas servir tous les intérêts des autres, de servir d'abord nos intérêts. Avec les autres, on partage, on dialogue, on sait de gagnant-gagnant, on ne donne pas tout. Ils prennent tout la bauxite, ils prennent tout le fer, ils prennent tout l'uranium, ils prennent tout le coltan, ils prennent tout, et ils vous donnent des miettes. Et vous n'arrivez pas à développer, vous vivez aussi comme ça dans les tribus, dans les choses comme ça n'avance à rien du tout. Il n'y a pas de grandes universités, il n'y a pas de grands centres culturels, il n'y a pas de grands centres, etc. Pas de routes, pas d'électricité, il y a des barrages. On peut faire un seul barrage qui peut électrifier l'Afrique. Il n'y a pas de barrage, pas d'eau, pas d'électricité.
Pas de port bien développé. Vous avez le cerveau, il faut penser, il faut prendre votre destin en main. Personne ne peut prendre ça à votre place, c'est tout. Il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à pleurer. Il faut faire ensemble l'unité, l'union fait la force. On fait nos erreurs, on fait nos trucs, on réussira. On ne méprise personne, on fait avec les aides qui peuvent nous aider, c'est tout. On est contre personne, mais il faut aimer l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Monsieur Rodolphe Adada, vous avez reçu à l'ambassade du Congo, Salon Vert, le professeur Théophile Obenga. C'est un monument, non seulement du Congo, mais également de l'Afrique. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez reçu, vous venez de le recevoir ici à Paris. Il est à présence africaine, il a parlé de Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous avez eu cette impression d'avoir les deux monuments de l'Afrique? Les deux. Évidemment, quand il a parlé de Cheikh Anta Diop, il a dit qu'il continuait le travail qu'il avait commencé avec Cheikh Anta Diop. Bon, le fait de recevoir le professeur Obenga ici est un honneur pour l'ambassade du Congo, pas seulement parce qu'il est congolais, mais c'est aussi parce que c'est un grand homme, un grand Africain. Et lorsque Présence africaine a publié ce livre de Théophile Obenga, qui est un livre scientifique, il ne s'agit pas d'un roman, nous avons demandé à la famille, à son fils et à lui-même s'il accepterait de faire cette séance de dédicace à l'ambassade. Théophile Obenga est quelqu'un qui parle facilement, qui sait. C'est pour cette raison que justement il parle aussi facilement. Vous avez entendu les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été faites. Et cet appel à la jeunesse, en disant que personne ne fera votre avenir que vous-même. Et je crois que c'est un peu la leçon qu'il faut tirer de cette soirée tout à fait extraordinaire. Le professeur Obenga a parlé de partenariat gagnant-gagnant en parlant de l'Afrique. Vous, en tant que diplomate, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la place justement des langues africaines sur la scène internationale? Comment vous pratiquez ça? Sur les langues, nous avons tous entendu qu'en réalité, apprendre une langue, connaître une langue, c'est une richesse, en fait. Et les langues africaines ont été considérées un peu comme des langues un peu inférieures. Et c'est par les travaux des chercheurs comme Théophile Obenga qu'on se dit que finalement, non, pas du tout. Bon, ici, nous parlons français puisque le Congo est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une langue internationale. Certaines langues africaines commencent à avoir un peu ce statut. C'est le cas du Kiswahili. On a entendu dans des arènes internationales des discours en Kiswahili. Bon, il faut continuer ce combat. Mais l'essentiel est que l'on puisse se comprendre. Le but de la diplomatie, c'est faire que les hommes, les États puissent se comprendre. Bonsoir, professeur Obenga. Nous nous retrouvons encore à Paris pour parler de l'Afrique. Vous êtes un monument qu'on ne présente plus. Vous avez écrit ce livre dans l'espace de 30 ans, 30 années pour écrire ce livre. On voulait savoir si vous aviez eu des doutes ou si vous aviez eu quelque temps, des moments où vous aviez envie d'abandonner. Je vous remercie. C'est un livre assez simple, mais en même temps technique, qui prouve que toutes les langues parlées par les Noirs africains sur le continent africain, malgré leur diversité, bien sûr, appartiennent à un ancêtre commun. Mais pour faire cette démonstration, j'ai pris du temps parce que je n'étais pas sûr moi-même, la documentation était fragmentaire, la méthode parfois était imprécise, pas sûre. Ça prend du temps, ces choses-là. Tu poses les questions aux gens aussi qui connaissent, tu fais des essais, tu assistes à des colloques, tu fais des articles. Tu avances petit à petit, c'est un domaine scientifique, on n'acquiert pas la science comme ça brutalement. Après, j'ai senti que le moment était venu, il y avait assez d'informations, j'avais maintenant l'ampleur de vue était là. Et puis la critique aussi, pour faire la critique, j'étais sûr de la méthode.
Et puis il fallait faire quand même un travail précis, clair, technique à la fois et simple en même temps, compréhensible, etc. Bon, ça a été fait. Il y a toujours des imperfections. Mais les gens liront, commenteront, donneront leur point de vue et ça fait avancer, le débat fait avancer les connaissances, le débat fait avancer les savoirs. Mais il fallait sortir la linguistique africaine des familles qui n'existent pas, comme la famille kamito-sémitique ou la famille afro-asiatique qui n'existent pas. Il fallait sortir les langues africaines de ce bourbier panafricain, de ce bourbier africaniste occidental. Pas facile, oui. Mais je crois que Cheikh aussi, avec qui j'ai beaucoup discuté tout le temps, moi pendant 30 ans, 40 ans, qui disait qu'il fallait l'écrire, c'était mûr. Mais je ne me sentais pas tout à fait mûr. Mais je crois que l'important est franchi, quoi. Ça a libéré l'intelligence africaine.